Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Alors aujourd'hui, on va parler d'audace et on avait envie de passer à l'action après une année et demie un peu compliquée avec la crise sanitaire et pour certains aussi la crise économique. Et on s'est dit que c'était le bon moment pour faire le plein d'envie, d'action et de se dire qu'allez, on va se remettre en mouvement. Et avec la réouverture en plus des terrasses, des lieux culturels, je trouve qu'on est dans un élan qui fait du bien, donc on a envie d'aller de l'avant. Alors, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine et Aurélie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les fondatrices de Positiel et vous avez aussi écrit plusieurs livres. Alors, je vais vous laisser la main à la fois pour vous présenter et puis pour vous lancer du coup dans le webinaire. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulement, il va y avoir à peu près, on va dire, allez, 35-40 minutes de présentation et après, on prendra toutes vos questions-réponses. Donc, je vais vous laisser les clés, mesdames, et puis moi, je vais écouter tranquillement avec les participants. C'est à vous. Sans présentation aucune, on fera ça après, parce que moi, j'adore la mode. Mais j'adore, hein. Enfin, j'adore toutes les modes. Il y en a une qui me plaît particulièrement en ce moment. C'est une mode qu'on trouve en entreprise. Celle qui dit, bon, allez les gars, là, faut oser. Faut passer à l'action. Soyons audacieux. Je l'adore. Je l'adore parce que j'y crois vraiment en l'intérêt de l'action. Le truc, c'est que parfois, c'est un peu de l'injonction ou de l'incantation et on n'a pas forcément les clés sur comment passer à l'action, comment oser, comment lever les freins et les barrières qui sont devant nous. Eh bien, dans le moment qu'on va passer ensemble, c'est ça qu'on va vous proposer, vous livrer ces clés qui vont vous permettre d'agir. Alors pour commencer, on nous a préparé un petit quiz, le quiz des audacieux. Parce qu'on se dit finalement, qu'est-ce que ça veut dire être audacieux? Alors on va se tourner vers des personnes ou des personnages célèbres et inspirants pour essayer d'identifier ça. Alors, on se dit, et vous avez remarqué qu'on respecte bien la parité au niveau de l'audace, être audacieux finalement, ça pourrait être le fait d'avoir une vision de là où on veut aller et de se donner les moyens d'y aller. Ça pourrait être aussi le fait d'avoir des convictions et des convictions d'être prêt à se battre pour aller jusqu'au bout. Ça pourrait aussi être le fait d'avoir du courage, d'être prêt à affronter les dangers, voilà, donc tout ça, c'est vraiment des figures qui nous évoquent l'audace. Le seul problème, c'est que quand on le dit comme ça, alors je ne sais pas vous, mais enfin nous, on s'est dit: «C'est quand même un tout petit peu impressionnant», et on se demande quand même si on va être au niveau. Alors, on vous propose une approche un petit peu différente, qui est de se dire finalement l'audace et si c'était de se dire qu'on n'a quand même pas grand-chose à perdre à essayer? Et là, du coup, on se tourne vers un autre personnage inspirant qui est un grand philosophe, hein, du XXe siècle, Jean-Claude Duss, qui nous dit: «Oublie que tu as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut marcher». Et là, d'un seul coup, on se sent quand même un petit peu plus capable de se montrer, audacieux. Alors l'audace, un peu comme la force des chevaliers Jedi, présente un côté clair et un côté obscur. De son côté obscur, l'audace, c'est prendre des risques complètement inconsidérés, voire même se mettre en danger et faire fi de la moralité. De son côté clair, c'est plutôt dépasser ses limites, sortir du cadre, trouver de nouvelles idées auxquelles on n'avait pas pensé et trouver de nouvelles solutions. Et c'est peut-être ça qui fait un peu envie. Et pour savoir où mettre le curseur, j'ai envie de vous citer Jean Cocteau qui dit le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où aller trop loin. Alors, n'empêche que l'audace, sûrement pour son côté clair, mais l'audace fait envie. Quand on se tourne un petit peu du côté des études, on se rend compte que près de 90% des Français estiment que l'audace est utile dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Seulement, voilà, il y a 83% des Français qui disent c'est quand même drôlement dur à obtenir l'audace. On ne sait pas bien comment faire. Il était temps qu'on arrive, Delphine. C'est clair. Alors, on va parler un petit peu des vertus de l'audace. La première, c'est que, finalement, agir, ça permet de ne pas subir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, on ne choisit pas toujours dans la vie ce qui nous arrive, mais, ce qu'on est libre de choisir, c'est la manière dont on décide de réagir aux événements. Et finalement, lorsqu'il nous arrive des choses qu'on n'a pas choisies et qui sont assez déplaisantes, on peut, avoir un grand sentiment d'impuissance. Eh bien, c'est en passant à l'action qu'on va retrouver notre puissance, notre sentiment de puissance et qu'on va reprendre la main, finalement sur notre vie, globalement.
Alors, si tu peux revenir juste avant, s'il te plaît, Delphine, parce que moi, je voudrais quand même dire que c'est normal d'hésiter. C'est normal, vous êtes sur une route de campagne, vous avez un gros camion devant vous, vous voulez le doubler, bah, vous hésitez une seconde, c'est-à-dire que vous estimez un petit peu le niveau de risque, vous regardez si vous allez vous emplaffer la voiture en face ou pas. C'est normal. Là où ça devient un problème, c'est quand c'est récurrent, fréquent, que ça se répète, que ça devient pathologique et que ça vous empêche d'agir. Parce que ce monsieur qu'on a sur l'image là, s'il attend trop longtemps, la seconde de trop, il ne sautera plus. Et puis au bout d'un moment, dites-vous bien que quand on est dans la merde jusqu'au cou, c'est vraiment pas le moment de baisser la tête. L'audace, oser passer à l'action, c'est aussi une manière d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Alors, des fois, quand on parle des rêves qu'on peut avoir, il y a des gens qui nous disent: «Non, mais moi, franchement, des rêves, non, j'en ai pas spécialement». Voilà, on se dit: «Attendez, c'est quand même un peu bizarre». La question, c'est, qu'est-ce qu'on entend par un rêve, finalement? Parce que des fois, on se dit: «Un rêve, ça doit être, complètement waouh», un peu comme tout à l'heure, l'audace, ça doit être complètement waouh. Mais en fait, non, un rêve, c'est juste, une aspiration qu'on a qui peut être toute petite, qui peut être faite pour être réalisée ou pas, d'ailleurs, hein. Parce que nos rêves, ils vont aussi évoluer au cours de notre vie. Donc c'est pas parce qu'on en a un qu'on fera tout pour y arriver, mais au moins ça va nous guider. Et donc les rêves, ça peut être, voilà, on peut avoir envie de faire le tour du monde à la voile, on peut avoir envie de quitter son job, mais on peut aussi avoir envie, tout simplement, d'oser, déclarer, sa flamme, à son voisin, à son collègue. On peut tout simplement rêver d'oser un jour faire un karaoké. Il n'y a pas de rêve qui soit trop grand ou trop petit pour être réalisé. Et là-dessus, du coup, si le mot rêve vous évoque pas forcément grand-chose, la petite question qu'on peut vous poser, c'est si vous aviez une baguette magique, que vous puissiez, clac, comme ça, d'un seul coup, changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que vous auriez envie de changer? Et du coup, évidemment, une fois qu'on a identifié ça, la question c'est: «Bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre dès maintenant pour changer cette chose-là?» Être audacieux, c'est être capable de saisir sa chance, donc de développer sa chance. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. J'ai le chat qui est ouvert là à l'écran. J'ai envie de savoir un petit peu dans l'assistance qui s'estime chanceux et qui s'estime avoir pas assez de chance. Donc, vous pouvez écrire chanceux ou pas chanceux dans le chat, qu'on regarde un petit peu qui on a dans l'assistance. Ah, on a beaucoup plus de chanceux ou assez chanceux que de pas chanceux, mais quand même. Bah, ils ont conscience quand même Là qu'être là en aussi. train de regarder un webinaire, MyHappy Job, tout ça, c'est quand même une vraie chance, quoi. Exactement, être là derrière le Zoom, c'est une vraie chance. J'aime bien le «ça va». Figurez-vous qu'il y a un psychologue qui a travaillé là-dessus, qui a voulu savoir si la chance, c'était un attribut, si c'était inné, si c'était un don, si c'était possible de dire j'ai de la chance ou j'ai pas de chance dans la vie. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Richard Wiseman et il a travaillé sur The Luck Factor. Il a recruté des gens qui se sont estimés chanceux ou pas chanceux. Et ensuite, il leur a dit très bien, maintenant, vous allez jouer à l'auto. Bon, les gens jouent au loto, puis on se dit, on va bien voir si c'est vrai, quoi. Est-ce qu'il y a des chanceux, des pas chanceux? Est-ce que les chanceux, ils gagnent et puis les pas chanceux, ils perdent? Ah. Donc, les gens jouent. Et puis après, on regarde un petit peu dans les deux groupes, dans le groupe des chanceux et le groupe des pas chanceux, qui a remporté plus, qui a remporté moins, d'après vous. Bon, c'est pas facile avec le chat, il faut du temps pour taper, donc je vais vous dire le résultat. Il s'avère que dans les deux groupes, eh ben, ils ont tous perdu la même somme d'argent, 2,50 livres. Vous voyez, même le groupe des chanceux, il a perdu la même chose en moyenne que le groupe des pas chanceux. Ils ont tous trouvé un numéro sur la grille en moyenne. Donc, en fait, il n'y a pas de facteur de chance inné. Il allait plus loin, Richard Wiseman. Il leur a dit, racontez-moi les grands événements de votre vie, les événements heureux et les événements malheureux. Et on va comparer. Est-ce que les malchanceux ont plus d'événements malheureux et les chanceux plus d'événements heureux? C'est ce qu'ils ont fait. Et Richard Wiseman, il a constaté que, en fait, les gens ont eu les mêmes événements dans leur vie. Seulement, ils ne les ont pas accueillis avec la même posture. Grosso modo, il y a quelqu'un qui dit j'ai un accident de voiture, quelle galère, j'ai plus de voiture, hein, et l'autre il dit j'ai un accident de voiture, mais quelle chance j'ai. C'est que de la tôle. Peu importe l'événement, mais en tout cas,
il n'y a pas plus d'événements malheureux chez le malchanceux ou plus d'événements heureux chez le chanceux. En revanche, avec une posture de chanceux, figurez-vous qu'on est capable de voir des opportunités qu'on n'aurait pas vues si on était en posture de malchanceux. Donc, il est important vraiment de développer sa chance, d'avoir ce côté positif où je vois les bonnes choses et de plus dire j'ai de la chance, mais j'aide la chance. Alors, on se dit qu'avec voilà, ce qu'on vous dit là, normalement, ça donne plutôt envie d'être audacieux. Puis si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que sans doute vous avez envie de développer votre audace. Mais pourquoi ce n'est pas si facile? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des freins à lever pour réussir à cultiver l'audace et à oser passer à l'action. On va vous en présenter quelques-uns. Alors, le premier, ce premier frein, c'est nous-mêmes. C'est les pensées et les croyances limitantes que l'on a. Alors, on s'est construit au fil des ans sur des croyances parce que nos parents, nos éducateurs, nos professeurs nous ont peut-être collé des petites étiquettes. Alors, toi, quoi qu'il arrive, tu t'en sors toujours. Toi, tu es extraverti. Toi, tu es plutôt timide. Et au fil du temps, on a grandi avec ces étiquettes. Alors, quand ces étiquettes, elles sont positives, ce sont des croyances aidantes, gardons-les, très bien, ça nous va bien. En revanche, quand elles deviennent négatives, elles peuvent nous limiter. Ce sont les croyances limitantes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très sensible et je perds facilement mes moyens quand je dois prendre la parole en public. Ça, c'est une croyance limitante. Quand on veut être audacieux, quand on veut aller pitcher un projet, ça devient un sacré frein. D'autant que quand on a une croyance, on va adopter un comportement qui va donner raison à notre croyance et la renforcer encore. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à une multitude d'informations. Donc, il faut bien que notre cerveau ne se laisse pas déborder, qu'il puisse faire le tri. Et il y a la formation réticulée du tronc cérébral qui fait ce tri. Comment il fait le tri? Eh bien, c'est très simple. Il porte à notre conscience les informations qu'il estime intéressantes. Donc, celles qui viennent, par exemple, corroborer une croyance que l'on a. Donc, à chaque fois que je prends la parole en public, que je sens que j'ai un peu la voix qui tremble, que j'ai la sueur qui arrive, etc., il porte ça à ma conscience et je me dis, oh là là, ça y est, je vois bien, je perds mes moyens. Et c'est de pire en pire jusqu'à ce que je les perde complètement. Puis après, ça va très vite, directement, je perds mes moyens, on ne passe plus par toutes ces phases, parce que mon cerveau a pris le relais. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ces croyances ou au moins en limiter l'impact? Eh bien, il y a un type assez simple, c'est de remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives et de le faire consciemment. Grosso modo, à chaque fois cette croyance surgit en vous, vous vous rappelez votre nouvelle croyance. Alors, dans l'exemple que j'ai donné sur je suis très sensible et je perds facilement mes moyens en prise de parole publique, ça pourrait être je suis sensible, empathique, du coup je repère bien dans les réunions qui pensent quoi. Et c'est vrai que parfois j'ai quelques manifestations de troubles, mais pour autant, quoi qu'il arrive, j'arrive toujours à passer les messages importants. Et ça change tout parce que finalement, votre cerveau, il va repérer toutes les fois où vous passez les messages importants. Puis d'ailleurs, vous pourrez même vous l'écrire pour venir ancrer cette nouvelle croyance jusqu'à ce que la formation réticulée de votre tronc cérébral prenne le relais et que cette nouvelle croyance soit durable et vous aide à vous surpasser. Alors, un autre frein, c'est la peur du changement. Pour ceux qui ont déjà vécu des changements en entreprise comme des réorganisations, par exemple, est-ce que vous avez remarqué par quoi commencent toujours ces annonces? Vous pouvez écrire des choses dans le chat si vous voulez. Quand on veut lancer un grand programme de changement dans une organisation, qu'est-ce qu'on commence par dire? Par clamer, par marteler, par répéter? Bon, la question est extrêmement ouverte, hein, évidemment, il n'y a pas qu'une bonne réponse, mais pour ceux qui l'ont vécu, ça peut être intéressant de voir selon vous ce qui serait intéressant de raconter. Vous serez accompagné, ça c'est vrai. Ouais, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Bon, effectivement, merci Maud, Manon. Ça, effectivement, ce sont les choses assez positives qu'on dit très vite, mais bien souvent, il y a quand même un message sous-jacent qui est, bon, on va lancer une réorg, mais vous inquiétez pas, ça ne changera pas grand-chose, hein. Et ouais, parce qu'en fait, c'est le paradoxe qu'on vit tous individuellement, mais qu'on vit aussi en collectif. L'être humain a à la fois très envie de changer, de s'améliorer, d'aller vers du mieux, et très, très peur de quitter ses habitudes, de quitter son état actuel. Et du coup, ce qu'on identifie, c'est que bien souvent, le processus qui va nous permettre de changer va s'apparenter un petit peu au processus du deuil. Il va falloir réussir à faire le deuil d'une situation existante.
Et c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que, alors on va pas forcément rentrer dans tout le détail, mais on va en parler à travers un exemple. Vous savez, le deuil, bah, il y a des étapes différentes, on connaît un peu la courbe du deuil. Et ben, souvent quand on veut changer une situation qui ne nous convient pas, on va vivre ces étapes. Je vais vous l'illustrer à travers un échange, le cas d'une amie à moi, qui est médecin et qui est dans une structure, publique et puis qui, en fait, commençait à avoir envie de changer. Beh, la première étape, ça a quand même été d'abord le déni. C'est-à-dire que quand elle m'en parlait, je voyais bien qu'il y avait du malaise au boulot, mais il y avait plein de rationalisations sur le fait que quand même, c'était pas si mal la stabilité, les horaires commodes pour les enfants, la patientèle, et cetera, et cetera. Donc ça commence souvent comme ça. Puis à un moment donné, il peut y avoir de la colère. Donc là, en l'occurrence, la colère, ça devenait: «Je peux même pas m'organiser comme je veux pour voir mes patients, j'ai des contraintes, de la paperasse, c'est pas comme ça qu'on s'occupe le mieux, des patients», et cetera. Bon, ça peut être de la tristesse aussi à un moment donné, parce qu'on se dit: «Mais finalement, j'ai envie de changer, mais je vais pas y arriver. Je vois pas quoi changer». Ça peut être du marchandage, c'est-à-dire qu'on se dit, «Bon alors, j'ai pas envie de faire un gros changement, mais peut-être que si je fais des petits changements», donc en l'occurrence, mon ami, c'était: «Bon ben, je vais me former, tiens, au moins si je fais des formations, bah, ça rend le truc, un peu plus intéressant» et cetera. Il y a des moments où on peut toucher le fond, parce que finalement on se dit: «Beh, j'arrive pas à changer, quoi, donc ça va plus» et là ça peut, frôler, on peut même frôler, voire aller, vraiment, dans la déprime. Et puis, à un moment donné où et tout ça, c'est pas linéaire évidemment, hein, c'est des cycles, ça se percute. Puis, il y a un moment donné où arrive l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas l'acceptation, de la situation actuelle et de se dire: «Je ne peux pas changer». C'est l'acceptation du fait qu'à un moment donné, il faut changer, même si ça nous fait peur. Parce qu'à un moment donné, pour aller mieux, pour se sentir épanoui et ben, il faut qu'on ose changer cette situation qui ne nous convient plus. Et là, à un moment donné, je dirais pas que le changement va se passer tout seul, mais on va d'un seul coup, sentir une espèce de libération et se sentir vraiment capable d'y aller. Mais pour ça, c'est important de savoir que tout ce qu'on a traversé avant, c'est entre guillemets «normal». Parce que le changement, quand c'est le changement d'importance, c'est jamais anodin dans une vie. La peur de l'échec, un autre frein. Il est indispensable de s'octroyer le droit à l'erreur. On en parle beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, etc., du droit à l'erreur. On dit rarement pourquoi s'octroyer le droit à l'erreur, c'est tellement important. Eh bien, pour trois raisons. La première raison, c'est que s'octroyer le droit à l'erreur, c'est se permettre d'agir. Si j'ai tellement peur de rater, mais tellement, tellement peur, je ne vais même pas tenter ma chance. Et oui, ça va être l'immobilisme. La deuxième chose que ça apprend finalement le droit à l'erreur, c'est la persévérance. Un peu comme l'enfant qui apprend la marche, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. À 2 fois, il ne dit pas bon, je suis tombé 2 fois, j'y arriverai jamais, j'arrête, j'ai trop peur de me tromper. Non, il continue jusqu'à y arriver. Il faut retrouver cette part d'enfance. Et d'ailleurs, sur la persévérance, ceux qui l'illustrent le mieux, ce sont les chercheurs. On a beaucoup à apprendre du domaine de la recherche. Les chercheurs, et je pense par exemple à Thomas Edison, quand il a inventé l'ampoule à incandescence, il a dit mais je ne me suis pas trompé 10 000 fois. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et oui, parce qu'à chaque fois que ça ne fonctionnait pas, il ne disait pas bah, je me suis encore gouré. Il disait non, alors qu'est-ce que j'apprends? Ok, ça me met sur la voie de la découverte. C'est pas comme ça qu'il faut faire autrement. Donc vraiment, vraiment, ça apprend la persévérance, le deuxième point. Et la troisième chose qu'on peut découvrir en s'octroyant le droit à l'erreur, c'est la sérendipité. L'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Parce que quand notre erreur, elle est plus sale, on peut la regarder. On peut voir ce qu'on en apprend, comme Thomas Edison, mais on peut aussi découvrir une pépite dans le pépin, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Il y en a plein des exemples de sérendipité, la pénicilline, etc. Moi, mon préféré, c'est la post-it. En fait, 3M avait demandé à des chercheurs de trouver une colle indécollable, la super glue la plus forte du monde. Bon, ils se mettent à chercher, ils ne trouvent pas, ils découvrent une colle qui ne colle pas. Ouh, la boulette. Là, ils ont deux solutions. Hein. Soit ils disent on a fait la plus grosse erreur de notre carrière, on dit rien à personne, on cache ça sous le tapis. Soit ils enregistrent leur découverte dans la base des connaissances. C'est ce qu'ils ont fait. Quelques temps après, d'autres chercheurs exhument cette découverte et disent tiens, c'est marrant cette colle qui colle pas, on pourrait faire des notes repositionnables. Paf, Post-it était né. C'était le succès de 3M. Donc vraiment, on découvre vraiment des choses merveilleuses quand on regarde notre erreur différemment. Je vois dans le chat la tarte tatin, exactement, le Coca-Cola. Enfin, il y en a plein dès lors qu'on est capable d'ouvrir ses chakras et de ne plus être tellement tétanisé qu'on pense qu'à cacher notre erreur. Ah, un autre
Un autre frein que j'aime bien, le syndrome du bon élève. Et je l'aime bien parce que il est tellement touchant celui-là. Il nous vient de l'école où vraiment on voulait toujours faire plaisir à la maîtresse. Lui montrer qu'on avait bien travaillé, bien compris, qu'on était sage, qu'on faisait tout bien, tout comme elle voulait parce qu'on l'aimait la maîtresse. Le truc, c'est qu'on voit encore des adultes à l'âge adulte et c'est potentiellement moins attendrissant qui souffrent de ce syndrome à vouloir toujours faire plaisir à leur chef, un peu un «Oh, chef, aimez-moi, regardez comme je travaille bien». Et ce syndrome-là, il est très gênant parce que au bout d'un moment, il tue l'expression. Les gens prennent plus l'initiative, n'expriment plus leur point de vue parce qu'ils ont peur de décevoir le chef, d'aller contre le chef. Ils sont en souffrance et ils innovent moins parce que donner une idée qui n'est pas celle du chef, eh ben, c'est pour sûr, on ne va pas le faire. Et au bout du bout, bien sûr que ça nuit à l'engagement de l'individu qui souffre du syndrome. Donc là, vraiment, il n'y a pas mille choses à faire, c'est d'en prendre conscience et de décider en conscience de faire preuve de plus d'assertivité. Et oui, en entreprise, les règles du jeu sont plus celles de l'école, donc ça aussi, déjà de se le dire et d'agir différemment et de voir la valeur qu'on peut apporter en tant qu'individu plutôt qu'en tant qu'élève qui reçoit l'information. Là, en entreprise, on a une valeur à donner de l'information ou de l'idée. Un autre syndrome qui est très gênant pour l'audace, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors là aussi, on va l'illustrer à travers un petit exemple. Imaginez, voilà, Myriam qui est une brillante chef d'équipe qui veut changer de poste. Elle passe un entretien, ça se passe super bien, elle cartonne. Ça fait 3 ans que c'est une pro du marketing. Et d'un seul coup, on lui dit: «Et sinon, quel a été votre plus gros succès dans votre poste actuel?» Et là, c'est le blanc. Myriam a un gros trou, alors ça la fout mal en entretien. Est-ce que ça veut dire qu'elle a rien fait de bien dans son poste? Non, ça veut dire qu'au moment où elle essaie de se rappeler un succès, dès qu'elle a quelque chose qui lui vient à l'esprit, elle se dit: «Non mais là, c'est pas que moi, quoi, c'est parce qu'il y avait quand même toute l'équipe derrière. Non mais là, c'est qu'on a eu de la chance quand même, je vais pas dire ça. Ah, mais si je dis ça, ça va faire prétentieux» et cetera. Bon, bah, Myriam, elle souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire une incapacité à identifier ses réussites et à se les attribuer. On a toujours l'impression que c'est grâce aux autres, que c'est grâce à la chance, que vraiment, il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Alors, ce syndrome, il est assez répandu et souvent, en plus, plus les gens sont dégourdis, plus ils vont avoir tendance à l'avoir, puisqu'ils se sont habitués à réussir les choses avec un petit peu de facilité et ont toujours l'impression, du coup, que ce qu'ils réussissent, c'est pas si extraordinaire que ça. Et pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, il faut réussir à identifier ses succès. Donc, c'est vraiment un espèce de cercle vicieux, puisque on va dire le remède, c'est justement le mal, on n'arrive pas à les identifier. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement à vous entraîner à identifier vos succès. Et si le mot succès vous fait peur, parce que souvent quand on le fait en atelier, hein, quand on aime bien nous faire des rondes des succès où chaque participant en lance un à la volée, on voit des fois des gens qui se figent, qui se disent: «Mais moi j'en ai pas des succès». Je veux dire, la dernière fois que j'ai fait un marathon, c'était il y a 20 ans, je me souviens plus, bon. Et donc on dit: «Beh, identifiez tout simplement quelque chose que vous avez accompli et qui vous a fait plaisir». Vous allez voir, souvent c'est quelque chose que vous avez un peu réussi. Et là, on arrive d'un seul coup à des choses beaucoup plus accessibles. Ça peut être, bah, voilà, moi ce week-end, j'ai réussi une tarte au citron meringuée, elle était trop bonne. C'est un succès. Et donc vraiment, c'est important de s'entraîner régulièrement à identifier ses succès. Alors à titre individuel, mais également quand on entre en entreprise, à titre collectif, au sein des équipes. De temps en temps, remplacer le traditionnel tour de table de début de réunion par un tour de table des succès, où chacun peut raconter un succès qu'il a eu ou un succès qu'a eu le voisin ou un succès collectif. C'est excellent, pour booster la confiance en soi et pour booster la performance, là aussi, qu'elle soit individuelle ou collective. Alors Alors, maintenant, on vous propose de passer à l'action avec quelques clés pratiques. La première, c'est cultiver ses forces. Delphine parlait d'identifier ses qualités, ses réussites. Allons plus loin, allons vers les forces. Là, j'ai envie de vous dire que il ne vous viendrait pas à l'idée de vous demander si le petit Marcel Proust était bon en maths ou si Einstein était bon en allemand. D'ailleurs, entre nous, on sait qu'il a été mauvais pendant très longtemps dans sa langue maternelle, qu'il était même considéré comme un cancre. C'est bien notre drame, c'est peut-être très français, mais n'empêche qu'on focalise beaucoup sur nos faiblesses. Qu'est-ce que je dois travailler? Et on met une énergie de dingue sur les faiblesses, jusqu'à oublier nos forces et à ne plus investir sur les forces. C'est dommage parce que
un peu d'énergie sur nos forces a beaucoup d'effets. Beaucoup d'énergie sur nos faiblesses a parfois peu d'effets. Et puis, franchement, qu'est-ce qui se serait passé si les parents de Kylian Mbappé lui avaient dit « Bon, là, le foot, c'est bon, le ballon, tu maîtrises. Maintenant, tu vas réviser ta flûte à bec parce que tu as un terreau de musique demain. » Eh oui, cultiver ses forces, c'est juste essentiel. Pourquoi? Parce que, enfin, pas pourquoi, comment? Moi, j'ai envie de vous dire 4 choses. La première, c'est les identifier. Être capable de savoir sur quoi vous êtes fort, sur quoi vous pouvez capitaliser. Ça renforce votre estime de vous-même. En fait, ah, je fais ça bien, je me sens plus confiant et j'ai plus d'estime pour moi. Capitaliser sur les forces, investir davantage sur les forces et donc continuer à les développer. Parce que rappelez-vous bien qu'une faiblesse, on peut la traiter facilement différemment. On peut par exemple se béquiller. Dans un collectif, s'il y en a un qui est très très bon en créativité et l'autre qui est très très bon en PMO, enfin en organisation, compte rendu, etc., eh ben, on ne va pas inverser les rôles, on va capitaliser sur les forces des deux et dans le collectif, finalement, on aura toutes les forces réunies pour réussir. Donc vraiment, faites-vous béquiller sur les faiblesses, lâchez prise ou développez-les si vous pensez que c'est important et que vous avez l'énergie pour ce faire, mais continuez toujours, toujours à capitaliser sur vos forces. Et je dirais même une petite astuce qui pourrait vous aider par rapport à vos forces, c'est de temps en temps de faire le lien entre votre vie pro et perso. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on a des forces, on a parfaitement conscience qu'on les a dans la vie personnelle. Mais on se dit: «Non mais ça en revanche, ça a pas sa place en entreprise» ou «Ça, je vois pas comment je pourrais l'utiliser au boulot». Et moi, j'ai été très frappée, il y a quelque temps, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'accompagnais, une personne en coaching qui avec pour objectif de passer dirigeant à un moment donné et en faisant son inventaire des forces, il a réalisé que sa première force, c'était l'appréciation de la beauté et il était effondré. Il me dit: «Mais en quoi ça va me servir? Je suis dans une grosse boîte industrielle. C'est sûr qu'à titre perso, ça me sert beaucoup, mais en quoi ça va me servir là?» Et donc, je lui ai retourné le truc en disant: «Mais en fait, c'est génial, ça veut dire que ta première force, tu l'utilises pas aujourd'hui dans ton boulot, donc tu as une super marge, là-dessus» et on a travaillé ensemble, vu comment effectivement il pouvait, l'utiliser parce que finalement, comme il aimait bien s'exprimer et bien, il pouvait, bien tourner ses discours parce que c'est la beauté de la langue était importante. Il faisait attention à son look, donc il pouvait aussi envoyer une bonne image s'il devenait de temps en temps porte-parole et cetera. Bref, on a trouvé plein de façons, enfin, il a trouvé plutôt, plein de façons d'utiliser cette force. Et c'est un exemple que je vous donne là, mais il y en a d'autres autour de la gentillesse, enfin de plein de choses. Vos forces que vous utilisez chez vous, vous pouvez les utiliser au boulot et vice versa. Et ce qu'a partagé Tiffaine dans le chat, effectivement, c'est un questionnaire qui fait l'inventaire des forces. Et je pense que c'est celui-là que tu avais dû utiliser, Delphine. Hein. Donc, Oui, oui, il est en libre accès, il est gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver. alors, je réalise que depuis tout à l'heure, je vous dis, mais oui, tout à fait, en rapport à ce qui est noté dans le chat, et qu'il n'y a, il y a que moi qui le vois parce que c'est un conférencier, donc pardonnez-moi lorsque j'ai... Si vous voulez qu'on voit ce que vous publiez dans le chat, du coup, n'hésitez pas à mettre, à envoyer à tous les panélistes et les participants. Comme ça, du coup, tout le monde voit vos messages et pas seulement nous. Et le site, pour ceux qui regarderont le replay, c'est viacharacter.org. Et en effet, ça vous permet de mettre en avant vos 5 forces. Et c'est sympa, je trouve, de faire ce test-là parce que du coup, ça fait on prend un petit peu de recul sur soi-même. Tout en se rappelant que honnêtement, c'est un truc qui est important sur ce questionnaire, c'est qu'on met en valeur les 5 forces, mais il y a les autres hein, dans la suite du questionnaire. Ce n'est pas des faiblesses, Tout à fait. c'est juste les 5 plus fortes, c'est les 5 premières. Mais les autres, ça peut être des forces aussi. On disait en rigolant avec Delphine qu'on avait, je crois, l'optimisme toutes les deux en 10 ou 12e place. Et au lieu de se dire, oh, c'est pas bien, on s'est dit, oh, ouais, on en a 11 au-dessus, vachement, vachement développé si l'optimisme arrive en 12e. Donc, c'est vraiment important. Ne prenez pas le reste comme des faiblesses, mais comme des forces moins développées. Sachant que vous avez, on va le rappeler, écrit un livre qui s'appelle Cultiver l'optimisme. Donc, quand Oui, même, exactement. Merci, Fabienne. Pour notre optimisme, exactement. Alors, un autre levier vraiment important pour développer son audace, c'est de savoir s'appuyer sur les autres. Alors, les autres, pour savoir s'appuyer sur eux, il faut déjà autant que possible bien les choisir. Et la question se pose toujours dans ce cas-là de, est-ce que j'ai intérêt à aller m'entourer de personnes plutôt qui me ressemblent, comme ça on se comprendra facilement, ou plutôt très différentes de moi, comme ça on sera complémentaires? En fait, il y a pas de réponse absolue. Ça dépend des situations, ça dépend des rencontres, ça dépend d'énormément de choses. La seule chose qui compte, c'est de vous entourer autant que possible de personnes qui vont vous soutenir quand vous avez des projets. Alors, vous soutenir, ça ne veut pas dire: «Ah ouais, c'est génial», dès que vous donnez une idée, même si l'idée est pourrie.
Vous soutenir, c'est être capable de souligner toutes vos bonnes idées, vos forces, de vous encourager et aussi d'avoir une posture de critique constructive quand il y en a besoin pour vous aider, pour vous aider à challenger vos idées. Alors, des fois, on choisit les personnes qui nous entourent, des fois, on ne les choisit pas. Donc, quand on les choisit pas et que malheureusement on est confronté à des personnes qui sont vraiment pas aidantes, bah, il y a plusieurs solutions. La première, c'est toujours le dialogue, c'est-à-dire de mettre les pieds dans le plat, d'expliquer à la personne pourquoi la posture qu'elle a ne nous aide pas, ce qu'on attendrait d'elle. Et alors, quand ça marche pas, bah là, soit c'est des gens avec qui vous n'avez pas spécialement de lien affectif et franchement, il faut fuir. Là, il y a pas de question à se poser, à se dire: «Oh non, mais il faut que je sois fort, il faut que ceci, il faut que cela». Non, les personnes qui vous tirent vers le bas et voilà, à qui vous tenez pas particulièrement, il faut les fuir. Bon et puis quand la fuite n'est pas possible, parce que c'est une personne, que vous aimez, hein, tout simplement ou de votre famille, eh bien là aussi si le dialogue ne fonctionne pas, bah, vous pouvez prendre du recul par rapport à cette personne et éventuellement lui dire, clairement, dire: «Voilà, malgré tout l'attachement que j'ai pour toi, ben, dans ce contexte-là, tu m'aides pas, tu me tires plutôt vers le bas et comme c'est important pour moi d'y aller, avec ou sans ton soutien et ben, j'aborderai plus trop ce sujet avec toi. Voilà, je m'appuierai sur d'autres personnes». Alors des fois, le fait de dire ça, ça provoque d'ailleurs un revirement en face, mais si ça ne le provoque pas et ben, c'est pas grave. Voilà, tout le monde ne peut pas toujours vous soutenir sur tout. Et alors une fois que vous êtes bien entouré, eh bien, ce qui est important, c'est de surmonter certaines croyances limitantes qui concernent le fait en particulier de demander de l'aide. Alors et si je vous cite les plus connus, il y en a des qui disent par exemple: «Ah franchement dans la vie, mieux vaut garder ses problèmes pour soi». Alors oui, si vraiment vous voulez être sûr de les garder très longtemps, vous pouvez faire ça. Vous les gardez bien longtemps rien qu'à vous. Mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment de remplacer cette croyance limitante par, voilà, tout problème, partagé est déjà 2 fois moins lourd à porter. Parce que vous constaterez, que c'est vraiment, le cas. Ça peut être, aussi dans ce qui est répandu, il y a: «Demander de l'aide me fait passer pour une personne faible». Bah, en fait non, il faut être vachement droit dans ses bottes pour aller dire, «Moi j'ai besoin d'aide». Donc remplacer par, demander de l'aide, montre aux autres que, j'ai suffisamment confiance en moi, pour aller reconnaître mes limites. Voilà, donc il y en a plein comme ça. La dernière que j'aime beaucoup, c'est, «Ah mais moi je veux pas demander d'aide parce que je veux pas embêter les gens». Mmh. Mais franchement, est-ce qu'il y a une chose qui est plus partagée par la grosse partie de l'humanité que le fait d'aimer se sentir utile? On adore généralement quand les gens viennent nous demander de l'aide. Alors évidemment, il faut que ce soit fait d'une manière qui nous autorise à refuser si c'est contraignant. Donc quand on demande de l'aide, il faut toujours vérifier que la personne est d'accord, il ne faut jamais qu'elle se sente obligée. Mais sinon, franchement, c'est génial d'aider les gens. Donc là aussi, remplacer, la croyance par: «Bah, voilà, quand je demande de l'aide à quelqu'un, généralement, je vais lui faire plutôt plaisir parce qu'il sera content de se sentir utile». Nous disposons tous d'un cadre de référence qui est un peu notre façon de voir le monde. On a tous nos filtres, on a tous nos croyances limitantes qui impactent notre action et notre cadre de référence. Notre éducation, l'éducation qu'on a reçue dans l'enfance, par exemple sur la politesse, bah, peut-être qu'on nous aura appris qu'il ne faut pas déranger, etc. Et que c'est ça qui fera que notre cadre de référence sera tel qu'il est, celui qu'il est. Euh, le truc, c'est que ce cadre de référence, il est très utile, même rassurant dans un monde complexe qui bouge vite avec des codes et des normes. Pour autant, il peut aussi nous entraver et c'est là qu'il faut réfléchir à comment j'écarte un petit peu mon cadre. Parce que par peur de déplaire, pardon, on essaye souvent de se conformer à ce qui est attendu de nous dans la société, au travail, en famille ou ailleurs, de faire un petit peu comme tout le monde. Et ça, c'est quand même absurde parce que quand vous pensez à une personne que vous aimez profondément, qu'est-ce que vous dites? Que vous l'aimez parce qu'elle est en tout point identique aux autres? Ou que vous l'aimez pour ses petites particularités et même ses défauts? La réponse est évidente. Mais voilà, vraiment, ce cadre de référence, du coup, il faut le questionner et ne pas essayer de toujours rentrer dans le moule finalement. Parce que, une expression que j'adore, hein, c'est cadeau, à trop vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et c'est tellement vrai. Il faut être capable de s'exprimer soi, de livrer ce que l'on pense, parce que sinon on tue l'originalité, la créativité et on perd son identité, on ne se reconnaît plus, on ne s'aime plus. Là, pour le coup, c'est destructeur d'estime de soi.
Et si on est en entreprise et qu'on tire le fil, quand il n'y a plus d'originalité, de créativité, qu'on ne sait plus qui on est, que la vie n'a plus de sens, et, ni son boulot, évidemment que la performance s'en trouve affaiblie in fine. Alors, s'il y avait une chose à retenir aussi pour passer à l'action, c'est tout simplement de voir grand, certes, mais de commencer petit. Alors, Lao Tse nous disait, un voyage de 1000 lieues commence par un pas, qu'on aime beaucoup. Et puis, de manière hyper pragmatique, il y a aussi Alain qui dit, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et bien ouais, souvent, on est un petit peu paralysé parce qu'on a un objectif, mais on regarde la montagne, elle nous paraît tellement grande qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais en haut. OK, bah, dans ce cas-là, arrêtons de regarder la montagne. On la garde juste pour rêver, hein. Mais en revanche, si ça nous tétanise, regardons devant nous. Et là, on se demande, mais quel est le premier petit pas que je peux faire pour me lancer? Et là, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que souvent, on se dit, de toute façon, pour se lancer dans un grand changement, bah, c'est comme à la piscine, il vaut mieux sauter d'un coup dans le grand bain, quoi. Et bien ça, c'est une fausse croyance. Là encore, il y a des études qui ont été réalisées et qui montrent que, typiquement, les entrepreneurs qui gardent leur job pendant qu'ils se lancent, ont 33 de chances en plus que les autres de réussir leur projet. Il y a plein de personnes célèbres. Stephen King, après avoir écrit son premier roman, il a gardé son job qu'il avait avant pendant 7 ans, avant d'oser le lâcher en se disant: «Bon là, je crois que ça va aller». John Legend, il est resté consultant en entreprise pendant 2 ans après avoir sorti sa première chanson. John Bon, Lennon, hein, c'est ça? non, John Legend. Ok. Non, pas John Lennon. J'avais compris qu'est-ce qu'elle me Et dit? donc voilà, il y a vraiment c'est vraiment une fausse croyance de penser qu'il faut forcément se lancer dans le grand bain. Si c'est votre truc, faites-le. Mais si vous êtes plutôt du genre à tremper d'abord un gros orteil pour prendre la température de l'eau, et ben franchement, allez-y, ça marche aussi très, très bien. Et puis une dernière, idée reçue, à laquelle je voudrais, tordre le cou, c'est le fait que, la quantité nuirait à la qualité. Si je vous demande par exemple combien d'œuvres de Mozart vous êtes capable de me citer? Bon, de me citer ou même de reconnaître ou de me fredonner, bon, bah, on va pas faire le test, hein, mais franchement, ça va être quoi, quelques peut-être 10, 20? Si vous êtes super mélomane, il y en aura peut-être 50, hein, mais je suis même pas sûre. Bon, bah, Mozart, il a écrit des centaines et des centaines d'œuvres. Elles sont pas toutes passées à la postérité, c'était pas toutes des chefs-d'œuvre. Mais évidemment, dans le lot, il y a un nombre énorme de chefs-d'œuvre. Et donc ça, là aussi, des études le montrent, plus vous produisez, plus vous augmentez vos chances qu'il y ait des choses géniales dans ce que vous produisez. Donc, allez-y. Il y a une expression que j'aime beaucoup, hein, c'est think big, start small. Mais start, bordel! Effectivement, l'idée de faire le premier pas. C'est ça. Alors maintenant, on va vous donner, pour terminer, hein, une astuce pour développer sa confiance en toi, parce que finalement, pour passer à l'action, il faut se faire confiance. Alors, je voudrais vous parler d'Amy Cuddy, une psychologue américaine qui a travaillé sur la confiance en soi. Elle a d'abord travaillé avec elle a observé les primates et elle s'est aperçue que finalement, quand un primate était nommé chef du clan, d'un coup, sa testostérone augmentait, il se redressait, alors qu'il venait juste c'était juste le chef, mais juste le fait d'être chef du clan et reconnu par les autres, paf, ça lui donnait l'assurance, la confiance et ça augmentait sa testostérone. Elle se dit, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est pareil chez les hommes? Donc, effectivement, chez l'homme, quand on a une bonne confiance en soi, on se tient droit, on regarde bien droit, les gens dans les yeux, on a une super posture, on a un niveau de testostérone qui est à fond et tout se passe bien parce que l'autre en face nous renvoie waouh, t'as vachement de confiance en toi et c'est un cercle vertueux pour l'individu qui continue. En revanche, quand on n'a pas confiance en soi, on a la cortisone, le stress au max, la testostérone en bas et puis on se tient dans des postures infantines, on va se toucher partout, se toucher les cheveux, être complètement recroquevillé. Et Mikuti, elle s'est dit, bah, tiens, ok, quand on a confiance, on a la posture qui va avec. Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'en prenant une posture, ça peut nous donner confiance? Elle a fait des tests, elle a pris des cobayes en laboratoire, ils sont arrivés, ils ont commencé par cracher dans des tubes à essai, et on a regardé dans leur salive la concentration en cortisol, l'hormone du stress, en testostérone, l'hormone du pouvoir. Bon. Ensuite, elle leur a fait tenir des postures dites de confiance. Donc la posture du chef en réunion, qui s'étale, ou comme ça, là, paf. Et puis celle qui est connue, celle de Superman ou Wonder Woman, comme ça. Vraiment, l'important, c'est d'ouvrir là, d'avoir un peu le menton, paf, comme sur la photo. Et donc, ces cobayes ont tenu cette posture 2 minutes, et ensuite, rebelote, ils crachent de nouveau dans les tubes à essai, on analyse de nouveau
leur salive. Et là, il se passe un truc extraordinaire parce que en seulement 2 minutes, sans médicaments, sans chimie aucune, et gratuitement, on constate une hausse de la testostérone et une baisse du cortisol. Incroyable. Ça, c'est un peu magique. C'est un super truc à avoir. Nous, ce qu'on vous propose, c'est avoir une prise de parole en public que vous appréhendez, même à donner aux enfants. Avant un examen, paf, musique dans les oreilles qui pulse un peu. En 2 minutes, on tient la posture, on s'est redressé, on respire mieux, on s'est un peu apaisé. Et en plus, on a fait un shoot de testostérone. Donc vraiment, vraiment, on vous encourage à pratiquer. Et en plus, il y a un truc qu'on a découvert, alors c'est pas Mick dit, c'est Delphine Luginbühl et Aurélie Penel qui vous le disent, c'est qu'à force de le faire, avec toujours la même musique, il y a un petit côté pavlovien qui est très sympa. Il y a Tiffaine dans le chat qui nous dit qu'elle fait tous les matins. Top. C'est top. Merci à toutes et à toutes. Voilà tout ce qu'on voulait vous raconter sur l'audace. Et maintenant, on va être ravis de prendre vos questions. Mais oui, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat et du coup, je les relaye avec grand plaisir. Et moi, pour commencer, c'est très marrant parce qu'il y a plein de choses que vous avez décrites qui m'ont fait penser au lancement pour moi de My Happy Job. Et du coup, c'était très drôle de se dire, de remettre, de repenser au début et de se dire, ah oui, bah oui, en effet. Et du coup, il y a plein de choses vraies, et notamment la stratégie des petits pas, quel que soit votre projet. Ça, c'est, je trouve, clé. Et il y avait plein de choses très pratiques à penser. Alors, on nous demande pour le replay, oui, vous l'aurez par mail dès demain. Vous allez recevoir un petit mail avec le lien. Ce sera sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Et du coup, n'hésitez pas après voilà, à le partager. Il sera disponible dès demain. Alors, on nous dit chanson à écouter de Queen, Don't Stop Me Now. C'est bien ça avec la posture. C'est réputé une des chansons les plus boostantes au monde. Ouais. Oh, très bien. Et du coup, vous, par rapport parlez-nous un petit peu des livres que vous avez écrits. Quel a été le cheminement, justement, par rapport à l'audace? Vous en avez écrit un sur l'optimisme. Vous avez écrit J'arrête de renoncer à mes rêves. Donc, du coup, c'est aussi bien. Et le petit dernier vient de sortir il n'y a pas longtemps. Alors, j'adore le titre. Est-ce que vous pouvez nous le partager? Trop bon, trop con. Ouais. Les gentils n'ont pas dit leur dernier mot. Ça aussi, c'est audacieux. Effectivement, il y a de la logique dans la progression de nos livres. Le premier sur l'optimisme, c'était vraiment, on voulait apporter notre petite pierre à l'édifice, de se dire, mais si tout le monde faisait un effort de posture, que ce soit à titre perso ou en entreprise, le monde se porterait quand même mieux. Et l'audace, pour nous, c'était le niveau 2. C'est de se dire, une fois qu'on est optimiste, voilà, qu'on sait appréhender l'avenir avec un état d'esprit positif, eh ben, on peut se lancer dans beaucoup plus de choses, finalement, et poursuivre nos rêves. Très bien. Alors, il y a Fabien qui nous demande, peut-on avoir les noms des auteurs qui ont fait les études sur la perception de la chance et sur les postures? Du coup, J'ai répondu dans le chat. Donc, sur la chance, Richard Wiseman, et sur les power postures, c'est Amy Cuddy. Super, comme ça vous avez toutes les références écrites et redites, donc c'est parfait. Si les gens ont des projets et qu'on se pose des questions, qu'on n'hésite pas à se lancer, quel serait selon vous le premier pas à faire là dès cette semaine sans attendre? Bah, moi, j'ai envie de vous dire d'aller vite acquérir J'arrête de renoncer à mes rêves, mais je trouve que ce serait un peu trop pushy. Donc, Tout est réouvert. La Delphine. Moi, je dirais d'identifier les raisons pour lesquelles vous avez envie de changer. Vous savez, quand je vous ai parlé de la peur du changement, pour la surmonter, cette peur, c'est vraiment une bonne chose de consigner les raisons pour lesquelles on a envie de changer et de pouvoir vraiment le faire par écrit pour pouvoir s'y reporter de temps en temps dans les moments doutes ou dans les moments difficiles pour se booster sa motivation. Et il y a Sophie qui nous demande justement par rapport aux décisions, comment faire les bons choix, comment être sûr que du coup on ne va pas se planter. Ouais, moi, j'ai envie de vous dire que ça commence par accepter de se planter. Pas facile, hein, mais tellement important. Se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix qui présentent tous les avantages et les inconvénients, et qu'il y a un moment, il faut choisir et y aller. Et que oui, on peut se tromper, et que ça fait partie du truc, même si c'est difficile, et que quand on voit l'erreur différemment, elle peut être très intéressante. Et est-ce qu'il y a une part, on a parlé de la confiance, mais est-ce qu'il y a une part aussi d'intuition? Où est-ce que vous situez par rapport à l'intuition? Alors, je vais peut-être faire le lien entre les deux, mais aussi juste par rapport à être sûr de ne pas se tromper. Comme on ne peut jamais être sûr, c'est peut-être aussi y aller progressivement et faire en sorte que si on se plante au début, les conséquences ne soient pas trop graves, voilà, qu'on soit prête à les assumer. Et ça peut être un exercice de coaching ou d'auto-coaching, de se dire quel est le pire qui puisse m'arriver si je fais ça. Et
Oui, alors l'intuition, alors on oppose souvent intuition et raison. Moi, j'ai du mal à opposer les 2. Je pense que l'intuition, c'est juste de la raison qui va vite. Mais évidemment, écouter son intuition, c'est toujours une force. Peut-être qu'on se plantera, mais on se plantera aussi en raisonnant, donc de toute manière, Mmh mh. Ouais, 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 tout à fait. Il y a Nadège qui nous dit: «On apprend toujours, même en se trompant». Tout à fait, c'est retenir aussi les leçons de ses échecs. Alors justement, on nous demande aussi sur votre activité. Est-ce que vous faites du coaching? Donc vous intervenez en entreprise, notamment pour des webinaires, mais pas que. Donc racontez-nous du coup un petit peu ce que vous faites, au-delà des livres. Alors, on a effectivement une activité de coaching, que ce soit du coaching collectif en entreprise. On a aussi une part de coaching individuel en entreprise. Alors, j'imagine qu'autour du Zoom, vous connaissez un petit peu comment ça marche, mais on est souvent en tripartite avec soit la DRH, soit le chef, la personne qui veut se faire coacher et le coach. Et donc, on travaille comme ça en entreprise, en coaching individuel, après avec des séances individuelles qu'avec la personne, qu'avec le coaché. Et on fait aussi du coaching de vie avec des gens qui nous sollicitent en dehors de l'entreprise pour des problématiques qui peuvent avoir trait à leur vie professionnelle, mais pas uniquement. Mmh. On a du coup Émilie qui travaille, dans les RH et qui nous demande comment on peut accompagner à l'audace et au passage à l'action en entreprise, quand ça ne dépend pas que de soi et que du coup, il faut embarquer les équipes, du coup d'un point de vue peut-être plus collectif. alors il y a un point qui est vraiment important sur l'audace, sur le droit à l'erreur, tout ça, c'est que ce ne sont pas des choses qui se décrètent, ce sont des choses qui s'incarnent. C'est-à-dire si on a des leaders qui disent: «Ouais, moi je suis pour le droit à l'erreur», mais qui dégomment la première personne qui se plante, ça va être compliqué. Donc il y a vraiment une notion d'exemplarité au sein de l'entreprise. Et après la maille des RH, bah, c'est aussi disposer des bons outils. Nous, c'est pas pour rien qu'on s'est mis à intervenir, du coup beaucoup dans les entreprises avec les collectifs, où on peut impulser. Nous, on fait des ateliers, hein, autour là, on vous fait un format un peu conférence, mais il y a des ateliers qui permettent de mettre en main des outils pour que les gens, se sentent capables de passer à l'action. Il y a les coachings individuels qui peuvent permettre, quand il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de développer ça dans sa posture, personnelle aussi. Donc il y a plein de solutions pour les RH. Non, non et c'est intéressant et l'exemplarité en effet, je trouve est particulièrement importante d'incarner ce Mmh, qu'on veut et ce qu'on demande aussi aux autres. S'il y a une dernière question, on peut la prendre avec grand plaisir. C'est le moment d'oser, voilà. n'hésitez pas. Hop et je mettrai du coup tous les liens des livres en dessous du replay du webinaire et je vous enverrai aussi, voilà demain vous recevrez par mail, du coup, les références et le lien de Positiel aussi qui est le site de Delphine et Aurélie. Comme ça, vous pourrez voir exactement, un peu plus précisément, leur activité. Allez, si vous je vais moi vous poser la dernière question, un message pour, là d'ici, on va dire d'ici le mois de juin, on arrive vers l'été pour l'audace, qu'est-ce que vous auriez envie de partager? On espère terminer un an et demi de crise, en tout cas de passer à autre chose. Quel serait le message pour voilà, pour faire preuve d'audace pour finir? Bah, peut-être, on a beaucoup parlé de toutes les remises en question qui sont venues, dans l'esprit des gens pendant le confinement. Mmh. Donc peut-être tout simplement, de ne pas les balayer d'un revers de main, hein, et de ne pas reprendre, la vie comme avant en mettant sous le tapis. C'est peut-être ces envies de changement que vous avez pu ressentir et voir comment essayer de garder le meilleur des 2 mondes. Mmh. Très bonne idée. Aurélie? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que le premier pas audacieux, il est pour soi. Et effectivement, de savoir, de s'écouter, d'écouter son intuition, parce que là, on en parlait tout à l'heure, mais souvent, on la fait taire. Et là, si on a pris le temps pendant cette période, c'est vrai difficile de se réinterroger, de faire de l'introspection, ben, voilà, écoutez-vous jusqu'au bout. Peut-être que vous êtes très bien comme vous êtes et l'audace, ce sera de continuer à faire, à développer cette voie ou peut-être pas, mais c'est le premier pas, c'est d'être ouvert à soi. Eh ben, ça fait 2 super conclusions. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Aurélie. Merci C'était un Fabienne, merci à toutes et à tous. De partager ce moment avec vous. Merci à tous les participants et toutes les participantes et tous vos messages dans le chat qui font, bien plaisir et n'hésitez pas du coup à aller voir la chaîne YouTube de My Happy Job pour voir, ce webinaire en replay et tous les autres webinaires et puis n'hésitez pas à faire preuve d'audace et j'espère qu'on vous aura, donné envie et les clés pour, passer à l'action. Un grand merci et très bonne journée et à bientôt. Bonne Merci. journée tout le monde.